La chaleur dans la chambre de Pierre était un être vivant, une présence douce et respirante qui s'opposait à l'absolu silence. Dehors, le monde était déchiré par un froid si profond qu'il avait son propre son, un sifflement aigu et plaintif, le bruit même de l'air en train de geler. Mais ici, dans le ventre du rocher, Agnès ne sentait rien de tout cela. Son univers se réduisait au doux crépitement du bois de chêne dans le petit âtre de pierre, à la chaleur constante rayonnant des parois chauffées et à l'épaisse couverture de laine qu'elle avait remontée jusqu'au menton. C'était son secret, sa résistance. Une chambre à coucher taillée dans le flanc d'une colline, hermétiquement close contre le monde extérieur. C'était une tombe pour une femme vivante, ou peut-être un utérus de pierre qui l'avait attendue. Le lit sur lequel elle reposait n'était pas un simple couchage. C'était une plateforme de pierre plate et lisse qu'elle avait elle-même transportée et ajustée, surélevée d'un pied au-dessus du sol de la grotte pour échapper à la dernière morsure du froid terrestre. Dessus reposait un épais matelas rempli d'herbes séchées et de duvet de massettes, un projet qu'elle avait patiemment mené tout un été. Tout dans cette pièce portait la marque du temps et de l'effort. Les murs n'étaient pas les surfaces, humides et irrégulières d'une caverne naturelle. Elle les avait enduits d'un mortier maison fait d'argile, de sable et de cendres, puis lissés jusqu'à ce qu'ils durcissent comme la roche elle-même. À sa gauche, le bois de chauffage était empilé avec une précision presque tendre, trié par taille et par essence, assez pour des mois. Ce n'était pas l'acte désespéré d'une survivante paniquée. C'était le dernier coup calme dans une partie qu'elle avait jouée presque un an durant avec les saisons. Un profond tremblement parcourut la pierre autour d'elle. Un gémissement sourd et grave. Elle savait ce que c'était. Un grand pin dont la sève avait gelé, dont le tronc ne supportait plus le poids du froid, venait de se fendre en deux. Là-bas, dans le petit hameau à 1 mile en contrebas dans la vallée, ce bruit aurait été une nouvelle fibre dans le tissu de la peur. Ici, ce n'était qu'une vibration sourde, un rappel de ce monde qu'elle avait consciemment exclu. Elle n'avait pas construit cet endroit par crainte, mais par connaissance, une connaissance que d'autres auraient balayée comme les divagations d'une veuve solitaire. Pourtant, son deuil, aussi réel fût-il, n'avait fait qu'aiguiser ses sens. Il l'avait forcée à voir le monde non tel qu'elle l'aurait voulu, mais tel qu'il était. Et le monde lui avait dit, un orage arrive, un hiver comme personne n'en a vu de son vivant. Alors elle avait écouté, et elle avait construit. Son plan n'était pas né d'une illumination soudaine. Il avait poussé lentement, graine d'idées plantées par le souvenir et arrosées par l'observation. Son mari Martin était un homme au schéma prévisible, convaincu que le monde suivait un calendrier fixe. Il avait vu des saisons, pas des signes. Mais la grand-mère d'Agnès était différente. Une femme qui lisait la terre comme un livre, qui comprenait le langage subtil de la nature. Le monde parle toujours, disait-elle souvent, chaque voix douce comme de la mousse. Il suffit d'apprendre à se taire assez longtemps pour l'entendre. Après la mort de Martin, le silence dans sa petite cabane était devenu un vaste espace résonnant. Pour le combler, Agnès s'était mise à marcher. Des heures durant, du lit du ruisseau jusqu'aux crêtes élevées. Dans sa solitude, les leçons de sa grand-mère étaient revenues. Elle avait commencé à écouter. Elle avait remarqué que les écureuils ne se contentaient pas de ramasser des noix. Ils les stockaient avec une frénésie qui dépassait leur diligence automnale habituelle. Les cônes des vieux arbres étaient solidement fermés, leurs écailles scellées de résine comme pour se préparer à un siège. Les castors du ruisseau avaient construit un barrage plus haut et plus épais que jamais, renforcé d'une muraille de boue et de pierre. Ce n'étaient pas des événements isolés, c'étaient des paragraphes dans une histoire que racontait la terre, l'histoire d'un gel profond à venir. Les gens du village, englués dans leur propre vie, ne voyaient qu'une veuve errante. Ils lui offraient leur pitié, leurs regards empreints de la certitude que son esprit avait été brisé par la perte. Ils ne voyaient pas la concentration dans ses yeux lorsqu'elle s'agenouillait pour examiner les racines de l'aquilée millefeuille et constater à quelle profondeur elle s'était enfoncée dans le sol. Ils ne comprenaient pas pourquoi elle passait un après-midi à observer les oies volant vers le sud, non plus en V élégant, mais en un groupe serré et pressé, plus bas et plus rapide que jamais. Le dernier signe était venu quand elle avait découvert la fissure dans la pente. Presque parfaitement cachée derrière un buisson de genévrier, une faille sombre dans la face de granit. La plupart l'auraient prise pour un terrier de renard ou d'ours, un endroit à éviter. Mais en y regardant, elle n'avait senti aucun courant d'air froid, seulement une poche d'air calme et immobile. C'était protégé.
C'était isolé. C'est ici que la graine de son idée avait enfin percé la terre. Ce serait un travail colossal, une tâche devant laquelle la plupart des hommes auraient reculé. Mais son chagrin l'avait vidée et elle avait trouvé en elle un espace infini qu'elle pouvait remplir de labeur. Le projet lui avait donné un but plus lourd et plus solide que le deuil. Elle ne se contenterait pas d'attendre l'hiver dont le monde hurlait. Elle préparerait un lieu pour l'affronter à sa manière. Le village avait observé son travail cet été-là avec un mélange de perplexité et d'inquiétude. Ils voyaient Agnès, qu'ils avaient toujours considérée comme fragile, traîner des pierres dans une brouette, le visage maculé de terre, la robe trempée de sueur. Elle se déplaçait avec un rythme lent et déterminé qui les troublait. Ce n'était pas l'énergie frénétique de la folie, mais le tempo méthodique d'une femme à la résolution inébranlable. M. Gable, qui tenait l'épicerie générale, se penchait par-dessus son comptoir et donnait son avis à quiconque voulait l'entendre. C'est triste à voir, disait-il en secouant la tête. Le chagrin fait des choses étranges à un être humain. Entasser des pierres comme ça, pourquoi faire? Un mur au milieu de nulle part. Ces mots, censés être compatissants, étaient teintés de la tranquille supériorité des gens raisonnables qui observent les égarés. D'autres étaient plus directs. M. Davis, un rancher dont les terres jouxtaient les siennes, était venu à cheval un après-midi et avait arrêté sa monture là où elle luttait avec un lourd bloc de schiste. C'était un homme pratique et ce qu'il voyait était de l'impraticabilité frôlant la démence. Agnès, avait-il commencé d'une voix patiente, comme s'il parlait à une enfant, ce n'est pas un travail pour toi. Si ta cabane a besoin de réparation pour l'hiver, il suffit de demander. Je peux envoyer un de mes hommes. Il n'y a aucune raison de faire ça. Agnès s'était arrêtée, avait essuyé son front du revers de la main et levé les yeux vers lui. Son expression était indéchiffrable. Merci pour votre proposition, monsieur Davis, avait-elle répondu calmement. Mais ma cabane va bien. Ceci est autre chose, une sorte de cave à racines. Il avait froncé les sourcils, son regard glissant sur la construction grandissante. Ça ne ressemble pas du tout à une cave à racines. On dirait plutôt beaucoup de pierres pour quelques pommes de terre, avait-il dit avec une pointe d'ironie. Elle lui avait offert un petit sourire poli qui n'atteignait pas ses yeux. Je prépare un long hiver. Son scepticisme se lisait sur son visage. Il voyait une femme engloutie dans une tâche monumentale et bizarre, confondant travail et guérison. Il avait touché son chapeau en guise d'adieu. Eh bien, n'exagérez pas. L'hiver vient et repart. Il était parti au galop, la laissant dans un nuage de poussière et d'incompréhension. L'histoire de la folie de la veuve était devenue une plaisanterie discrète dans le hameau. Il la voyait mélanger argile et sable dans une auge, disparaître des jours entiers et revenir couverte de poussière. Il la voyait traîner du bois mort de la forêt, non seulement pour le tas de sa cabane, mais jusqu'à son étrange projet de pierre sur la colline. Il voyait de l'obsession là où elle pratiquait la survie. Leur jugement était un bourdonnement constant en arrière-plan de son travail, mais elle avait appris à l'ignorer. La terre lui parlait d'une voix claire et forte et, comparé à cela, les murmures du village n'étaient rien. Sa méthode était un chef-d'œuvre silencieux d'ingéniosité intuitive. Le foyer était le cœur de sa création et elle savait qu'une simple cheminée remplirait la chambre de fumée et la tuerait aussi sûrement que le froid. Elle avait passé des semaines à observer les cheminées du village, leur tirage, leur évacuation de fumée. Elle avait construit la sienne au point le plus bas de la grotte, avec les pierres les plus plates et les plus stables qu'elle avait pu trouver. Le vrai génie résidait dans le conduit. Elle avait remarqué une fine fissure verticale à l'arrière de la grotte, un conduit naturel formé par des millénaires d'eau et de glace. Elle avait soigneusement dirigé la fumée de son foyer dans cette faille, en utilisant des pierres plus petites pour créer un tirage fluide. À la surface de la colline, 15 mètres plus haut, la fissure apparaissait comme une petite crevasse insignifiante entre deux gros rochers. Elle l'avait camouflée en entassant une pilage de petites pierres par-dessus, assez pour briser la ligne de vue, mais assez poreuse pour que la fumée se dissipe en une faible chaleur incolore. C'était un conduit qui ne trahissait pas sa présence. L'entrée était une autre énigme qu'elle avait résolue avec patience. Un simple tas de pierres aurait pu être vu ou bouger et l'enfermer. À la place, elle avait construit deux parois. La paroi intérieure était une structure solide et permanente de pierres maçonnées, avec un passage voûté bas juste assez large pour qu'elle puisse s'y faufiler. Cela créait une petite SAS d'air,
un tampon entre son espace de vie et la fermeture. La fermeture elle-même était la couche extérieure, une façade soigneusement construite. Elle avait empilé pierres, terre et gravats de façon à ce que cela ressemble à un éboulis naturel se fondant parfaitement dans la pente environnante. Mais une grosse pierre en forme de coin à la base n'était pas scellée au mortier. C'était sa clé. De l'intérieur, elle pouvait pousser cette pierre clé vers l'extérieur avec un solide levier en bois, créant une petite ouverture. De là, elle pouvait démonter laborieusement le reste de la fermeture pour sortir. Pour fermer, elle inversait le processus, rentrait, puis tirait la pierre clé dans sa rainure comme dernier geste, s'enfermant dans la chaleur et la sécurité. Même le lit était le fruit d'une réflexion minutieuse. La plateforme surélevée de pierre n'était pas seulement pour le confort, c'était un accumulateur de chaleur. Le jour, les pierres absorbaient la chaleur du feu. La nuit, elles la restituaient lentement, offrant une chaleur douce et constante par en dessous. Ces réserves témoignaient de sa prévoyance. Le bois n'était pas seulement du combustible, c'était une collection choisie. Elle avait empilé du pain sec pour des feux rapides et chauds le matin afin de réchauffer la chambre, et du chêne dense et du licori à combustion lente pour les longues nuits, qui rougeoyaient des heures durant et tenaient le froid à distance. Elle avait des boîtes de viande séchée, des sacs de haricots et de farine, des barils d'eau claire qu'elle avait transportés un par un depuis le ruisseau. Chaque objet dans la grotte était inversé dans une épopée de préparation, une histoire écrite avec sueur et clairvoyance. Un témoignage de ce qu'un seul être humain déterminé peut accomplir quand le monde refuse d'écouter. La fin de l'automne n'était pas venue en un doux estompage, mais en un claquement soudain et violent. Le ciel, encore d'un bleu éclatant une semaine plus tôt, s'était teinté comme du fer écrasé. La première neige n'était pas une poudre fine, mais un blizzard furieux qui avait enseveli la vallée en quelques heures. Puis la température avait chuté. Ce n'était plus simplement froid. Le froid était devenu une présence invasive, une force physique qui s'infiltrait de toutes parts. L'air était devenu mince et tranchant, brûlant les poumons à chaque inspiration. Dans le hameau, les rituels familiers de survie hivernale avaient commencé à échouer. Le calfeutrage des cabanes en rondins, conçu pour bloquer les courants d'air normaux de l'hiver, semblait se dissoudre face à l'assaut. Des jets d'air glacé trouvaient leur chemin par les moindres fissures, transformant les pièces en chambres gelées. Les cheminées, autrefois le cœur chaleureux des maisons, étaient devenues des bêtes voraces dévorant le bois à une vitesse stupéfiante tout en n'offrant qu'un misérable cercle de chaleur. Les familles s'entassaient sous toutes les couvertures qu'elles possédaient, leur souffle fleurissant dans l'air de leur propre maison. Le monde extérieur était devenu un lieu d'hostilité étrangère. Le ruisseau avait gelé solidement, sa surface épaisse et grise comme du vieux plomb. Les arbres, dont la sève s'était figée en glace expansée, avaient commencé à se fendre avec des bruits de coups de fusil résonnant dans la vallée. M. Davis s'était réveillé un matin pour trouver une douzaine de ces bêtes les plus robustes raides gelées sur la pâture, comme des sculptures de glace sous la lumière blafarde et impitoyable. La boutique de Monsieur Gable, centre de leur petite communauté, avait une épaisse couche de givre à l'intérieur de sa vitrine. La confiance de la communauté, bâtie sur des générations de saisons prévisibles, s'était brisée. Leur sagesse collective s'était révélée un bouclier fragile face à un hiver de cette ampleur. Au 3e jour du grand gel, Agnès sut qu'il était temps. Elle fit un dernier voyage de sa cabane à la grotte, les bras chargés des dernières provisions périssables et de sa couverture préférée. Le vent était un coup physique, lui coupant le souffle et tentant d'arracher le ballot de ses bras. Elle atteignit l'entrée cachée, le visage engourdi, les doigts raidis. Elle travailla vite, ses gestes rodés par des mois de répétition. Elle se glissa par le passage bas de la paroi intérieure dans le silence accueillant de son abri de pierre. Puis commença le dernier acte avec un long bâton solide qu'elle avait laissé là exprès. Elle passa le bras par l'ouverture et tira les pierres extérieures soigneusement disposées une à leur place, jusqu'à ce qu'il ne reste que la pierre clé. Avec un dernier grognement d'effort, elle la tira à l'intérieur. Elle glissa dans sa rainure avec un léger bruit de broyage. Un silence profond s'installa. La pierre clé était en place. La fermeture était complète. Dehors hurlait le loup de glace. À l'intérieur, Agnès gratta une allumette et la porta au petit bois d'allumage. Une petite flamme vacilla et le foyer de la veuve se mit à respirer.